Alors, Gougerot, multifacette, qu'est-ce qui change? L'actualité en 2025, on parle plus de syndrome de Gougerot-Sjogren, on dit syndrome de Sjogren. C'est la terminologie qui a changé, c'est tout récent. La deuxième chose qui est importante, c'est que dans les critères, tout à l'heure, j'ai mis xérose cutanée le patient. C'est pas un critère de diagnostic. Les critères d'entrée dans la maladie, c'est la xérostomie, la xérophthalmie. C'est la xérose cutanée ne font pas partie des diagnostics. Deuxième message majeur également, Gougerot n'est pas une maladie, c'est un syndrome. Et donc, il faut, avant de dire que le primitif, il faut être sûr qu'on a tout éliminé. Tout éliminé, c'est hépatite C, hépatite B, HIV, et puis toutes les hémopathies qui vont avec, parce que s'il y a une maladie auto-immune qui se complique de lymphome, c'est bien le Gougerot-Sjogren. Et donc, cette électrophorèse des protéines que je vous ai montré tout à l'heure, en général, dans la maladie auto-immune, vous avez une hypergamma polyclonale. Dans le Gougerot, je surveille mon malade par une EPP. Pourquoi? Parce que la monoclonalité me dit que mon malade est en train d'évoluer vers un lymphome. Ça, c'est un gros message. Et puis, bien sûr, la cryo est associée au lymphome. Physiopathe, donc je vais y aller rapidement. L'autre chose qui est important que j'ai envie de dire, j'ai pas bon, l'autre chose qui est, mes lunettes de près. Alors, il y a d'autres choses que j'ai envie de passer comme message, c'est que dans les nouveaux, voilà, c'est ce que j'ai mis ici, donc diagnostic différentiel obligatoire, donc sarcoïdose, on parle plus de Wegener, on dit granulomatosis polyangéite, maladie G4, qui est très à la mode actuellement, l'amylose, et les médicaments. N'oubliez jamais ça, et puis regardez, j'ai tout mis ici, hépatite C, HIV, est une maladie qui donne une xérostomie avec ophtalmie. Critères de classification ont changé. Et là, on ne parle plus de ce qu'on faisait avant. Les critères de classification, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On ne parle plus de schizone. Vous oubliez. Quand vous voyez un anapathe qui vous met schizone 3 ou 4, c'est qu'il y a une absence de mise à jour. On parle maintenant de score, d'accord? De focus score. Et on parle quand c'est supérieur ou égal à 1. C'est les nouveaux critères de diagnostic. Les SSB ne sont plus obligatoires, c'est les SSA qui sont obligatoires. On fait le test de Schirmer, bien sûr. On fait et bien sûr, on a intégré maintenant le flux salivaire proposé de diagnostic de Gougerot. Un score quand vous avez cela, mais à condition d'avoir éliminé certaines maladies. Et certaines maladies, voilà, essentiellement le VIH, l'hépatite C, sarcoïdose, amylose et maladie végétale. Ça, c'est comme ça que vous pouvez rentrer dans le diagnostic de Gougerot. Alors ça, je vais aller. La deuxième chose qui est importante. Alors, la deuxième chose qui est importante dans le Gougerot, c'est que on ne soigne plus, contrairement aux autres maladies, comme on va parler tout à l'heure du lupus, où on soigne par organe. Dans le Gougerot, il y a maintenant ce qu'on appelle un index d'activité. C'est-à-dire, le neurone, le reste s'intègre dans un index, et cet index s'appelle des slides. Ça, il faut l'intégrer. On ne soigne plus que des symptômes, ou comme dans le lupus, on soigne le lupus, même s'il y a le SLEDAI, on n'en tient pas beaucoup compte. On parle du lupus rénal, on parle du lupus, etc. Alors, dans le Gougerot, non. C'est des critères, bien sûr, un index, voilà. Et donc, il y a des études qui ont très bien démontré la corrélation entre l'activité, ce qu'on appelle les SLIDE, et bien sûr le pronostic de la maladie. Bon, j'ai mis les dernières recommandations. Voilà, l'EULAR, les recommandations de l'EULAR qui sont là et qui redisent un peu ce que je viens de vous dire actuellement. Donc, on parle de traitement que, à la fin, ce qu'on a introduit de nouveau, c'est ce qu'on appelle les BCL Target Therapy, le rituximab que l'on a, et puis maintenant il y a l'obilisizumab, et puis bien sûr les immunosuppresseurs. Je reviendrai sur cela tout à l'heure. Le gros problème, nous on voit les neurologues et les internistes, ils voient dans le Gougerot tout ce qui est damage organ. Mais le patient lui se dit, moi j'ai une dyspareunie pour une jeune femme qui ne peut pas avoir de rapports sexuels normaux, j'ai une femme qui a, ou avec les yeux, elle a une kératite,
Et j'ai également la sécheresse buccale, une des plaintes majeures, c'est que le canalisme ne traite pas sur son. Et c'est un truc culturel. Donc, qu'est-ce qu'on, oublions les thérapeutiques. Dès le message vous dit que, dès le départ, que toutes les thérapeutiques immunosuppressives ne marchent pas dans le syndrome. Voilà, pour qu'on soit clair, ça sert à rien de donner les ritus, ça ne marche pas du tout. Alors, qu'est-ce qui marche? Ce qui ne marche pas, c'est le bisolvant, etc. Ça ne marche pas du tout. Il y a deux médicaments qui marchent. Je vais aller un peu plus rapidement pour respecter le temps. Le premier médicament, c'est pour la bouche. C'est le plus simple. C'est le sulfarlem. Le sulfarlem, ça coûte 3 €. Vous l'amenez de France ou d'Espagne et ça vous prenez. Mais le sulfarlem ne marche pas sur les yeux. Ça, c'est un message majeur pour passer aux patients. Ce qui marche sur les yeux, c'est la pilocarpine. C'est le salagène. Le salagène également, un message que je vous parle, il n'existe pas au Maroc. Le salagène, ça coûte 120 € en France. Ça coûte 40 € en Espagne. Donc, faites amener vos patients, multipliez ça coûte pas cher, ça coûte 400 dirhams. Donc ça, c'est le deuxième message que je voulais passer. Donc, en gros, biopsie des glandes salivaires, focus score, les thérapeutiques immunosuppressives n'ont aucun intérêt sur le dryness, qu'ils appellent, donc le syndrome sec. Ce qui marche pour la bouche, sulfarlem, 25, 3 comprimés par jour. Pour bouche et yeux, salagène, vous l'amenez d'Espagne. Et il y a des pharmacies, à un moment donné, je m'amusais, il y avait la grande pharmacie de Rabat qui me le préparait, pilocarpine, elle a arrêté de le faire, la pharmacie d'El-Moudina, elle a arrêté de le faire. Donc vous, madame? Voilà. Donc maintenant, il faudra amener, ça si je voulais quand même partager avec vous ces différentes actualités. Corticoïdes, à quoi ça sert dans le bougereau? Message majeur. Effet secondaire, réservé aux formes modérées, sévères et les formes mineures, aucun intérêt à donner une corticothérapie, même dans l'atteinte particulière. Vous donnez de l'hydroxychloroquine. Hydroxychloroquine, effet systémique, quand est-ce qu'on va donner du plaquenil dans le bougereau? Dans la polyarthrite, dans le purpura vasculaire et dans les parotidomégalie. Dans tout le reste, ça ne sert strictement à rien. Donc en gros, si on veut résumer, hydroxychloroquine, c'est l'atteinte particulière. Voilà, c'est aussi simple que cela. Alors ça, je vais aller rapidement. Donc, une des questions qui s'était posée, voilà, de très belles études, quand on essayait de voir est-ce que l'hydroxychloroquine marchait dans les symptômes généraux, la fatigue, etc. Zéro. Ça sert à rien. Ça ne marche que sur l'articulation. Et là, je vous ai mis plein d'études, donc je ne vais pas détailler parce que, bon, à cause du temps. Alors, systémique therapies, donc les atteintes, les thérapeutiques systémiques, et le rôle chez les patients avec un Gougerot Sjogren, là aussi je vous montre que l'hydroxychloroquine n'a aucun intérêt. Quid des autres immunosuppresseurs dans le Gougerot? Métaux là aussi, quand le plaquenil ne marche pas, vous allez mettre du méthotrexate. C'est mieux que les corticoïdes. Les corticoïdes, même si vous donnez ces 10 mg, vous devez obligatoirement arrêter après 6 mois. Et donc le relais, c'est le méthotrexate qui marche très bien sur la forme articulaire, comme dans la polyarthrite rhumatoïde. Le reste, j'ai mis ici, MMF, Immurel, cyclophosphamide, c'est dans les formes sévères. J'y reviendrai tout à l'heure. Et comment? Donc, pneumopathie interstitielle, glomérulonéphrite, vascularite, neuropathie périphérique et un peu dans le système nerveux central. 5 messages pour les immunosuppresseurs que je voulais partager avec vous. Effet, je vais dire, j'ai été gentil en mettant limité, mais nul. Je pense qu'on peut le dire sur le syndrome sec. Bénéfice de l'attaque extraglandulaire est mal analysé, donc ça veut dire que c'est de l'expérimental, effets marginaux, fréquence accrue d'effets secondaires, seul intérêt, c'est les paracortisone. Ça, c'est un message là aussi, c'est une actualité, je ne sais pas ce qu'il en est chez vous en neuro, mais nous, en médecine interne, maintenant, un des messages majeurs dans la myéotomie, c'est d'arrêter la corticothérapie. Le lupus, qui vraiment nous faisait peur, maintenant, notre objectif, c'est d'arrêter les corticoïdes, et donc, quand vous n'arrivez pas à arrêter les corticoïdes, c'est donner des immunosuppresseurs, c'est aviser des paracortisoniques, c'est ce que l'on fait de plus en plus de méthotrexate. Quid des agents biologiques? Maintenant, il y a beaucoup à un moment donné, c'était les rhumatos qui bénéficiaient. Maintenant, dans les congrès de rhumatos, il n'y a plus de laboratoire parce que toutes leurs molécules ont été biosimilarisées. Par contre, en médecine interne et en neuro, ils sont tous là et j'ai bien vu tout à l'heure. Pourquoi? Parce que l'actualité dans nos deux disciplines, c'est bien sûr les nouvelles immunothérapies. Donc, les agents biologiques ont montré leur efficacité dans les atteintes extraglandulaires. Tout d'abord, je les ai passées une par une, ce qu'on a au Maroc. Des anti-TNF. Anti-TNF, vous pouvez, voilà les résultats ici, vous pouvez pas grand chose.
Dans les anti-TNF, s'il y en a un qui ne marche pas du tout, voilà l'étanercept, voilà l'engrais Pfizer. Donc vous pouvez l'oublier. Si vous devez donner un anti-TNF, ça va pas être celui de Pfizer, parce qu'il ne marche pas du tout, il ne sert à rien du tout, plein d'études qui ont montré. Donc aujourd'hui, si on doit dire pour les anti-TNF, au niveau des études, qu'est-ce qu'ils ont montré? Quasiment inefficace dans le syndrome de Sjögren. Critères d'inclusion, intérêt potentiel, comme en rhumatologie dans les formes articulaires. Ça, c'est un gros message, hein, parce que pendant très longtemps, dans les formes sévères, on disait, il ne se marche pas, il faut donner anti-TNF. Là, avec le recul que l'on a, les études ont clairement démontré, et surtout les études de Xavier Marguet ont montré que ça ne sert strictement à rien. La nouveauté, il y en a deux. C'est je vais respecter les temps. Comme tu m'as dit, tu vois ta montre, je vais vite, mais je passe les messages majeurs. Parce qu'elle m'a dit 1h15, 4 présentations. D'accord, on va le faire. Ok. Je respecte la hiérarchie. Tu sais, je suis pas dans mon service, je suis chez vous, donc je respecte à la lettre ce que tu me dis. Donc, vous connaissez également très bien, hein? Ça témoigne sur un milieu très amical, je me sens vraiment bien. Donc, anticorps monoclonaux, Ritux, vous connaissez cette molécule, hein? Voilà, vous la connaissez. Et puis, il y a une très belle publication qui vient de sortir le mois dernier dans New England sur l'obinutuzumab, qui est un en gros, ça filme pas, ça filme. Donc, je dois faire attention à ce que je dis. Bon, en gros, c'est un MabThera, c'est un Ritux, amélioré un peu en sous-cut, 30 fois plus cher. Voilà. Qui était utilisé en hémato. Donc voilà. C'est parce que le Ritux maintenant est biosimilarisé. Donc voilà. Ça, lui se ressemble de tous. Et c'est le même laboratoire. Ok? Donc on s'est compris. On s'est parfaitement compris. Donc ne soyez pas étonnés que l'obinutuzumab soit également intégré. On a une très belle publication dans le lupus. Si j'ai essayé de faire une méta-analyse et j'ai ressorti un peu tout ce qui a été publié dans la littérature, les données, voilà où est-ce que le Ritux dans le bougeot. Vascularité trio, c'est le cas particulier qu'on vient de voir. Dans les cytopénies auto-immunes, associées aux maladies auto-immunes, donc thrombopénie, anémie hémolysque auto-immune, c'est très validé. Dans les myélites, associées, on pourra en discuter tout à l'heure, certaines myosites, des néphropathies interstitielles et des pneumopathies interstitielles associées au bougeot. Une des grosses questions, si que tout à l'heure, je l'ai parlé tout à l'heure en introduction, et notre collègue tout à l'heure qui a dit 4 mois, c'est ça. En fin de compte, tu as vu que j'ai répondu un peu volontairement de manière parce que j'allais y revenir. La maladie auto-immune qui donne le plus de fatigue, et c'est un terme anglo-saxon, c'est pas un terme français, fatigue, d'accord, c'est le bougeot. Enfin, le syndrome de Sjögren. Et puis donc, plein d'études qui ont essayé de voir est-ce que les médicaments que l'on a marchent sur cela. La réponse c'est, on est même allé jusqu'à mettre du Ritux pour le fatigue. Voilà. Je vous ai sorti quand même cette publication dans l'annale sur rhumatique disease. Et grossièrement, je pense que si on peut répondre à cette question, c'est que ça ne marche pas. Donc pour la fatigue, il n'y a pas grand chose à donner. Regardez, j'ai mis ici pour les A critères du jugement primaire, mais voilà. Donc voilà, pas grand chose. Par contre, ça marche très bien sur les vascularites. À cryo, ça marche très bien sur le rein, ça marche sur les autres atteintes, et notamment. Alors, une des questions, je suis chez vous, je suis obligé de sortir cet article. Ritux, Gougerot, primaire, avec atteinte nerveuse périphérique, efficacité du régime dans 90% des patients avec vascularite, ou cryo, sans vascularite, et versus 27% chez les patients sans vascularite. Donc ça, c'est des études qui parlent d'elles-mêmes, mais attention. Ritux, il y a une maladie que vous avez appris, que nous, on a appris dans le VIH. Et là, je me rappelle très très bien, donc cette élève-là, et quand j'étais face à elle, il m'avait demandé de faire une bonne présentation sur l'infection VIH. On avait parlé, j'avais fait une conférence du tout jeune, une petite présentation sur le VIH, et on parlait des manifestations neuromoléculaires, on parlait du crypto, on parlait des pharmacologies, et il y en avait eu, qui paraissait, c'est la réponse des RUJC. On l'a appris avec le VIH. Et en fait, c'est pas si important, c'est aussi fréquent que cela. Par contre, c'est 2 médicaments qui donnent plus de conséquences. Donc, quand vous avez une atteinte neurologique qui a reçu du Ritux, avant de dire une atteinte neurologique, faites une PR, faites PCR et RUJC, parce que le Ritux, dans la répression intensitaire P qui donne,
est responsable des encéphalopathies multifocales progressives secondaires à ce virus JC. Là aussi, c'est un message, ça fait partie des messages que je voulais passer aujourd'hui. Voilà l'indication validée, forme secondaire, cryo, lymphome, mauvais pronostic atteinte systémique grave. Alors, une des questions qui se pose, c'est le BLI. Le BLI lui-même, ce sont les antivirus qui ont commencé leur histoire dans le lupus. Donc, qui n'est pas une révolution, c'est qu'on rien ne marche, on le met dans le lupus, et donc on s'est intéressé à voir est-ce que ça marche dans le Sjögren. J'ai sorti cette étude qui a essayé de vous analyser voir, ça a diminué les ailes, ça marche pas sur le syndrome sec, il faut attendre. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des, c'est pas une révolution. Je pense que dans matière de Sjögren, il faut quand même rester sur le ritus. Par contre, cette belle publication qui montre que BI plus ritus fait mieux que ritus. Mais bon, mais ça, c'est des malades de RCP, c'est pas des malades de cabinet, c'est des malades qu'on doit discuter en RCP pour les indications. Les autres thérapeutiques, j'ai mis plein de thérapeutiques innovantes, elles ne marchent pas, donc c'est pour les oublier. Donc toutes les autres, les anti-jack par exemple, tout cela, dont je ne vais pas détailler, ça marche pas du tout. IGIV. On adore ça. Tout à l'heure, on va discuter de la myélite lupique. Faut-il pas donner l'IGIV? On va y revenir. Est-ce que c'est pas clairement codifié? On peut en discuter. Donc, on va en voir. Donc, si je veux résumer un peu les données de la littérature, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Nous, ce qu'on fait dans le service, dans la neuropathie sensible-motrice, on les donne. Dans le BAV, pendant très longtemps, vous savez très bien que les anti-SSA donnent des blocs auriculoventriculaires. Donc, chez vos patients qui sont jeunes, qui vont être enceintes, le suivi fœtal est obligatoire. C'est des enfants qui meurent à la naissance par BAV. Donc, ce sont des enfants qu'il faut obligatoirement apparier à la naissance. Donc, vraiment, le suivi doit être rigoureux. C'est l'anticorps seul, pas uniquement les lupus. C'est l'anticorps, c'est ça qui est responsable de ces BAV. On a tous essayé, rien ne marche. J'ai oublié également, corticoïdes, ça ne marche pas. La meilleure façon, c'est d'apparier les malades et les suivre de façon rapprochée. Donc, Madame Biot, pour te faire plaisir, je finis dans 2 minutes. Donc, voilà les différentes actualités et recommandations que l'on a résumées. J'ai essayé de prendre, pour l'atteinte glandulaire, corticoïdes. Et je pense que c'est accru, c'est trop de mettre Ritux et Belimumab. Ils le mettent dans ce qu'ils appellent salvage thérapie. Articulaire, c'est anti-inflammatoire, hydroxychloroquine, exceptionnellement corticoïde. Atteinte cutanée, j'en ai parlé tout à l'heure. L'atteinte pulmonaire, c'est corticoïde, immunosuppresseur, voire rituximab. L'atteinte rénale, vous regardez la dernière case, donc corticoïde, rituximab, échange plasmatique. Et ça, malheureusement, au Maroc, et je suis vraiment, ça me fait mal au cœur de voir qu'au CHU maintenant, on l'a, mais c'est inadmissible de ne pas avoir d'échange plasmatique. Si normalement, ça doit exister en neuro, en réanimation médicale, en néphro et en médecine interne. C'est une microangiopathie thrombotique, Tigoul qu'on n'en a jamais vu, parce que nos dirigeants savent pas ce que c'est des malades qui meurent en 48 heures. Donc, ils vous font l'anémie hémolytique, et puis tout de suite, ils font les troubles neurologiques, qu'on met parce qu'il a une anémie, on croit que c'est l'anémie qui est responsable de cela, ils font l'insuffisance rénale. Si vous faites pas l'échange plasmatique, le malade est mort. Donc voilà, c'est vraiment, et l'exemple type, c'est quoi? C'est les maths secondaires, vous avez vu pendant les élections américaines, 68 morts aux États-Unis, McDonald's. Tu vois, juste parce qu'il y avait les élections américaines. Ça aurait été Dabato Karachi. Voilà. Donc c'est pour vous dire, dans le meilleur pays où on a accès, au Maroc, c'est des gens qui meurent. Donc voilà. Maintenant, on l'a. Donc, on l'a commandé dans le nouvel hôpital. Ça, si vous l'avez, Faria. Ah, vous l'avez toujours pas. Vraiment, honnêtement, on l'a fait une fois. Ça coûte rien. Ça coûte 600 000 dirhams. Voilà ce que ça coûte. Un appareil. Ça coûte juste rien. Ça coûte rien. Quand vous l'avez pas, on m'a dit que vous l'avez acheté peut-être sur Faria. Non, pas encore. Bon, dans le nouvel hôpital à Vicenne, on a commandé en réa, en néphro et en médecine interne. Et il faut que les jeunes apprennent ça. C'est très simple. Quand on voit, c'est vraiment easy. Donc là aussi, voilà, ça fait partie des critères. L'atteinte neuropathique périphérique, voilà ce que disent les recommandations de l'AR, IGIV, bolus de corticoïdes, cyclophosphamide. Atteinte nerveuse centrale,
Voilà, donc il met tout, glucocorticoïde, Ritux, échange plasmatique. Voilà, c'est ce qu'ils mettent. Et pour les atteintes hématologiques, bon, c'est assez simple. Conclusion, limite l'utilisation de forte dose corticoïde de forme sévère. Et vous l'avez bien vu dans les recommandations. Et je pense que la neuro y est. Anti-TNF, vous pouvez l'oublier. Préchronicronali, bravo. Ça ne marche pas dans le Sjögren et dans la forme. Ritux, BI, IGIV, dans les formes systémiques neurologiques. Voilà, je vous remercie. Je suis désolé, je suis allé très vite, mais j'ai essayé de... Voilà.